After Work, le grand témoin du jour. Et oui, on est encore sur After Work pour notre grand témoin du jour. Et aujourd'hui, c'est une témointe. Et puisqu'aujourd'hui, on est avec Raphaël. Alors, vous l'entendez, il y a un peu de bruit autour de nous. Parce qu'au moment où on enregistre ça, il y a des petits aléas climatiques. Mais tout va bien. Bon, pour l'instant, on est au sec, mais ça devrait bien se passer quand même. Alors, du coup, on accueille Raphaël, qui est notre témoin du jour. Bonjour Raphaël, comment vas-tu déjà? Est-ce que tu peux te présenter pour nos amis auditeurs? Salut Jonas, écoute, ça va bien, mis à part une petite extinction de voix. Je vais essayer de la garder pour le culte de demain matin. Ça me fait rire le grand témoin du jour parce que tu as avec toi là une petite de 1,55 m. Donc voilà, là, je suis une petite témoin, mais qui a plein de choses à dire et à faire découvrir. Là, j'habite à Montpellier en ce moment. Je suis en train de finir mon année de stage avec l'Institut protestant de théologie. J'étais entre Vergès et Montpellier, entre Montpellier et Nîmes, pardon, à Vergès et les petits villages alentours. Dans une petite dizaine de paroisses, on va dire ça comme ça, de lieux d'église, pas de temple. Voilà, où avec Jean-François Brenne, mon maître de stage, on a un petit peu tourné dans tout ça cette année. Voilà. On va pouvoir en parler justement un petit peu de ce stage tout à l'heure. Mais d'abord, moi j'ai une petite question, parce que peut-être qu'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question de devenir pasteur, ou qu'est-ce que c'est finalement qu'être pasteur. La question, elle est toute simple. Toi, ça t'est venu comment de te dire je vais pourquoi pas être pasteur? Tu t'es levé un matin comme ça et tu t'es dit allez, je tente? Alors, c'est toujours la grande question qui pourrait prendre beaucoup plus d'une demi-heure, ça crois-moi, pour parler de tout ça. Non, en fait, c'est vraiment un cheminement. C'est de l'ordre d'un cheminement. C'est-à-dire que ça se fait sur un temps long, on va dire. Mais on s'en rend compte finalement que beaucoup plus tard que c'était une évidence depuis toujours, finalement. Je dirais que le déclic s'est réellement fait quand je me suis mis au service d'une église à l'étranger, au Royaume-Uni, avec mon mari Mathieu. Mais finalement, c'était là depuis bien longtemps, cet appel-là, cette vocation interne, externe, elle était là depuis des années avant, quand j'ai commencé à m'engager dans l'église protestante unie, qui était l'église réformée encore à l'époque. Mais voilà, avec Mathieu, donc mon mari, j'ai commencé à m'engager dans les groupes de jeunes, les groupes étudiants. Très vite, on a été engagé dans l'équipe jeunesse régionale en Centre-Alpes-Rhône. Et c'est là, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, où j'ai commencé à me poser des questions, donc dès l'âge de 18 ans finalement. Et puis surtout avec les remarques qu'on pouvait me faire. Beaucoup de gens qui me disaient mais pourquoi tu deviens pas pasteur? Quand est-ce que tu commences tes études de théologie? Ce qu'on appelle la vocation externe finalement. Voilà. Et puis un jour, la vocation interne vient rejoindre la vocation externe, l'appel externe. Et puis tout fait sens. Et puis on se lance dans les études de théologie. Un peu chancelant, mais on y arrive, on fait son petit bonhomme de chemin et on se solidifie avec les années. Ouais, ça, c'est un beau message là que tu nous donnes. Et voilà, je suis sûr, moi j'en connais des jeunes qui, tu vois, à mon âge, à 20 ans, 22 ans, se sont dit allez, hop, j'y vais, on tente. Justement, c'est cette notion d'appel, souvent des fois peut-être que certains ont peut-être du mal à comprendre. Comment est-ce que toi, c'est vraiment, tu le ressens au fond de toi et tu te dis oui, c'est là que le Seigneur veut m'emmener? Comment tu l'expliquerais? Je sais que c'est dur comme question. Alors,
C'est une question qui n'est pas évidente, mais sur laquelle il y a quelque chose que j'ai pu toucher quand même par rapport à ce que tu me demandes. Déjà, c'est ce que je t'expliquais par rapport aux rencontres, aux discussions et aux remarques qu'on a pu me faire. Là, il y a quelque chose vraiment qui se joue intérieurement et dans le dialogue avec l'autre, où finalement, on laisse une place à l'autre avec un grand A qui vient rejoindre un peu notre vie, le fond de notre cœur. Et puis, je dirais que ça se manifeste aussi beaucoup dans la vie intérieure, spirituelle, notamment dans la prière. Pour moi, ça a été vraiment, la prière a été ce lieu de rencontre avec Dieu où j'ai pu mettre une forme à cet appel finalement, où ça se ressent presque physiquement, où il y a quelque chose qui tiraille au fond de soi. Ça peut paraître un peu complètement allumé ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui nous tiraille à l'intérieur et souvent pour moi, ça s'est manifesté par les larmes aussi, beaucoup, parce qu'on résiste énormément. J'ai résisté plus de 6-7 ans à tout ça. Et il y a un moment où ça lâche, on lâche prise, on se laisse prendre par la surprise finalement. Et voilà, donc il y a les larmes, le tiraillement intérieur, et puis d'un coup ce grand calme, un immense calme, une immense sérénité, voilà, quelque chose qui nous dit voilà, c'est là, je suis devant cet inconnu, j'y vais, mais j'y vais calmement, sereinement, avec confiance. Voilà. Alors, justement, t'y es allé. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça se passe un peu ces études de théologie d'abord, et puis on parlera du stage un petit peu juste après. Comment toi tu les as vécues, ces études de théologie? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Souvent on nous entend oh là là, c'est très dur, oh là là, il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que toi, c'est ce qui s'est passé aussi? Raconte-nous un petit peu. Oui, mais comme dans tout parcours, en effet, il y a des remises en question. Mais alors, disons que quand on commence les études de théologie, en fait, on ne sait pas ce qu'on commence. Enfin, moi, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, après 5-6 ans d'études même. Voilà, on se lance dans un truc. Je parlais d'inconnu, donc très bien. Mais j'étais motivée, c'était le grand défi, c'était l'inconnu, pas de souci. Alors, il y a un aspect très exigeant, j'avoue, dans ces études, il ne faut pas le cacher. J'ai commencé avec un parcours à moitié à distance et à moitié en présentiel, donc à Paris. À l'époque, j'habitais à Clermont-Ferrand, je me rendais à Paris une fois par semaine pour quelques cours en présentiel. Et à côté de ça, sur une plateforme en ligne, je faisais mes cours à distance, donc que je recevais toutes les semaines, je devais rendre des travaux, etc. Donc il y a vraiment une rigueur, une discipline qu'il faut s'instaurer pour soi-même, parce que se réveiller tous les jours, il y a personne qui va nous dire tiens, mets ton réveil pour aller en cours, parce que non, ils sont sur place les cours, donc voilà. Voilà, donc rigueur et discipline, grande richesse de tout ce qu'on apprend. C'est un foisonnement de découvertes, d'approfondissement des textes, de la parole de Dieu, des grands théologiens, de plein de matières qui sont absolument passionnantes. Les études de théologie, c'est aussi des rencontres quand on se rend notamment sur place. Donc moi à Paris au début, des rencontres vraiment importantes qui m'ont marqué dans ma vie. Vraiment aujourd'hui, je peux dire que je garde des amis chers que j'ai pu rencontrer dans le cadre de l'Institut protestant de théologie, et je pense qu'ils resteront sur mon chemin encore un petit bout de temps. Ce qui est chouette aussi, c'est que ce sont les futurs collègues qu'on rencontre finalement quand on commence ses études de théologie. C'est potentiellement les futurs collègues, voilà, avec lesquels on va continuer la route en tant que pasteur, on l'espère. Voilà. Et puis les études de théologie, comme tu disais, c'est de la remise en question. Oui, il y en a, mais on n'est pas seul. Enfin, moi, je me suis jamais sentie seule.
que ce soit donc accompagné par Dieu forcément, et puis par tout le corps enseignant, et puis ses amis qu'on rencontre. Donc en fait, on n'est pas seul, et la remise en question, elle passe. Elle est même salutaire finalement. Je me dis, c'est heureusement qu'il y a ces remises en question. Ça veut dire qu'on bouge à l'intérieur, et je trouve ça chouette. Et ben c'est un très beau témoignage que tu nous fais là, et j'espère que ça donne envie à nos amis auditeurs, pourquoi pas, de se lancer dans ces études de théologie. On va être un appel extérieur, comme tu disais tout à l'heure. On va être, voilà, pourquoi pas, avec cette émission, avec cette interview, donner envie à certains, et on vous invite vraiment, et d'ailleurs, avec EJ Radio, à faire de plus en plus de choses avec les écoles de théologie. C'est dans les cartons, donc vraiment, c'est super important d'être de là du début à la fin, j'ai envie de dire, de tout ça. Alors justement, je crois que cette année, tu étais en stage. Tu nous en as dit deux mots tout à l'heure. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as retenu, comment tu l'as vécu ce stage. J'imagine que ça devait être trop bien, non? Ou au moins mettre un pied. Ça a été génial. Ouais, ça a été une magnifique expérience en fait, qui m'a permis de tenir par rapport à certaines difficultés que j'ai pu avoir sur le plan familial ou de santé. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'est le stage qui m'a fait tenir, qui m'a donné un but, qui m'a rendu plus solide, plus forte. Je savais pourquoi je me levais chaque matin, et je savais pourquoi j'étais heureuse malgré les difficultés que j'ai pu avoir. Oui, de me lever, d'aller faire quelque chose que j'aime. Cette année, j'ai particulièrement découvert en fait que oui, j'ai ma place. Enfin, j'ai ma place dans cette église, et que oui, le ministère, ça fait sens, ça prend sens, c'est ça. En fait, c'est ça qui me rend heureuse dans la vie. Donc, pendant les études de théologie, oui, on peut en douter encore un petit peu, se poser des questions, se dire est-ce que je suis fait pour ça ou autre. Mais là, pour moi, cette année, elle a été un tournant en ce sens que oui, c'est là qu'est ma place, et nulle part ailleurs, en fait. Voilà. Après, au niveau de ce que j'y ai fait, tout dépend d'où on part en fait en stage, parce que pour beaucoup de stagiaires, on part avec déjà un certain bagage dans l'église, une certaine expérience de l'église, ce qui était quand même plutôt mon cas, donc avec tout ce que j'avais pu faire, notamment avec l'équipe jeunesse régionale, qui m'a permis de bien découvrir le fonctionnement de mon église. Et puis cette année de coupure, hein, je dirais ça comme ça, au Royaume-Uni, où en fait on se mettait au service d'une église, donc on n'a pas joué au pasteur, mais on a un peu pris ce rôle-là finalement d'une certaine manière. Voilà, donc du coup je suis arrivée avec une certaine expérience, beaucoup d'envie, de croyance, et peut-être même de certitude. Et des certitudes qui ont aussi explosé en vol cette année, ce qui est génial. Encore une fois, ça montre que ça bouge tout le temps. À l'intérieur, ça bouge dans les relations, ça bouge dans l'église. Enfin voilà, donc vraiment toutes ces certitudes qui ont volé en éclats, je dirais, cette année. Et une découverte d'une autre façon de vivre l'église, je dirais, parce que moi, je viens plutôt de grandes villes. Donc il y a eu Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Cardiff. Et là, c'est plutôt des paroisses dans un milieu assez rural, pas trop disséminé, parce que c'était assez concentré sur une quarantaine de kilomètres, donc on ne faisait pas non plus 100 kilomètres par jour pour aller à droite à gauche, ce qui est le cas de certains pasteurs. Mais voilà, quand même quelque chose d'assez rural, où le défi, c'est comment on se rassemble quand il y a plein de petites paroisses à droite à gauche, quand il y a plusieurs temples et qu'il y a plusieurs cultes qui sont demandés par les paroissiens, etc. Voilà, ça c'était le grand défi pour cette année. Et c'est là, en fait, je pense qu'on se rend compte je sais pas si ça a été ton cas, mais de la pluralité de notre église, en fait, finalement, parce que une église, comme tu le disais, à Saint-Étienne, va pas avoir les mêmes besoins et les mêmes demandes qu'une église rurale. Est-ce que ça, tu t'en rendais compte, tu t'y attendais, ou ça t'a vraiment surpris et tu t'y avais même pas pensé, en fait?
Alors, c'est cette pluralité d'églises, voilà, les différents visages que notre église peut avoir, ça, je le savais, mais en théorie, quoi. Mais une fois que tu rentres sur le terrain, dans cette réalité vraiment qui n'est plus de la théorie, tu te dis, ah bah oui, quand même, oui, c'est une autre manière d'appréhender le ministère, d'appréhender la vie d'église, oui, tout la vie communautaire, quoi. Et donc oui, je dirais que voilà, c'était plus de la théorie jusqu'à ce que je l'expérimente en vrai pendant cette année de stage. Et justement, comment tu t'es senti un petit peu par rapport aux paroissiens? Est-ce que c'est facile d'aller vers eux Comment est-ce que quelle image tu t'étais fait un petit peu de la relation pasteur-paroissien? C'est vrai que c'est une relation, je trouve, quand même importante dans la plupart des paroisses. Comment toi, tu t'es préparé à ça? Est-ce que le stage t'a permis d'apprendre des nouvelles choses là-dessus aussi? Alors, je dirais que sur le relationnel, pas tant, parce que, que je sois dans des grandes villes, dans des petites paroisses un peu disséminées, je vais être la même toujours. Ma manière d'entrer en relation avec les gens ne va pas forcément changer. Et ça va, t'es plutôt très relationnel, ça va. Après, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, moi j'aime bien aller vers les gens, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, j'aime bien être entrer dans la discussion, écouter ce que les gens me disent, leur répondre quand ils me posent des questions. Donc voilà, ça, il y avait aucun souci sur le relationnel. Peut-être que ce qui a changé, je dirais, cette année, c'est la vision que les gens avaient de moi. En fait, jusque-là, j'étais étudiante en théologie. Et puis d'un coup, quand on rentre en stage, il y a quelque chose quand même qui change dans la relation parce que je dirais pas que c'est qu'on nous prend plus au sérieux. C'est pas ça. On m'a toujours pris au sérieux dans mes études de théologie. Mais il y a quelque chose du statut quand même qui change. J'arriverai pas à dire quoi, à toucher du doigt ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui a changé dans mon statut cette année-là. Et encore plus quand je me dirigeais vers la fin de stage. Là, ça a été encore plus flagrant ces 3 derniers mois où presque Jean-François, mon accompagnateur de stage, là, il m'appelle ma collègue maintenant. Au début, j'étais la stagiaire, etc. Et aujourd'hui, ça y est, je suis la collègue de Jean-François. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans mon statut. Et j'avoue que j'ai encore un petit peu du mal à m'y faire. J'ai encore un peu de mal à l'accepter, notamment cette réflexion qu'on me dit souvent que oui, quand on devient pasteur, il y a quelque chose de l'ordre du personnage public, quoi, qu'on prend dans notre statut. Et voilà, c'est moi cette notion de personnage public, ça m'est encore un peu difficile de l'accepter. C'est pas une question de fausse humilité ou quoi, hein. C'est juste que voilà, c'est une réalité qui est pas forcément facile à appréhender quand on a été longtemps étudiant. Pouf, là, on se sent projeté dans un truc qui nous dépasse un peu. Je sais que je vais y arriver, que je vais finir par accueillir ce statut, mais ça va très vite quand même. Et j'avoue que ça fait un petit peu peur, mais c'est aussi un grand défi, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Donc oui, ça fait peur, mais c'est motivant. C'est motivant et t'y vas et toujours. T'es sûr d'être accompagné par Dieu, en plus ça se voit et ça se ressent. Donc, Ah oui, pour ça, oui. Ça, si j'ai bien une certitude qui ne vole pas en éclats, c'est même s'il y a des hauts et des bas dans la vie de foi, forcément, mais je ne me sens pas seule. Ça, c'est une certitude que j'ai et que j'espère que je garderai, mais je me sens pas seule. Voilà. Alors justement, tu vas aller vers quoi plus tard? Qu'est-ce qui t'attend un petit peu dans la suite, puisque tu arrives vers la fin du stage, si j'ai bien compris. Oui, pendant l'année de stage, il y a cette rencontre un peu décisive avec la commission des ministères. Donc, je vais le dire avec des gros mots. En gros, c'est notre employeur, quoi. Enfin, c'est qui va nous faire notre entretien d'embauche pour qu'on puisse devenir pasteur, quoi. Je le dis vraiment de façon très grossière, hein. Mais il y a donc cette rencontre un peu décisive avec donc la commission. Si la commission nous dit oui, vous êtes apte à rentrer en proposana, et là tout va très vite.
En l'espace de quelques semaines, on nous dit où est-ce qu'on va être envoyé. On nous dit voilà qu'il va falloir qu'on prépare cette nouvelle vie, quoi. On va devoir déménager, changer de maison, chercher une autre école pour son enfant, par exemple, chercher un autre boulot pour ce qui est du mari, etc. Et donc là, après cette rencontre, pour moi, ça a été Nantes qui a été discernée pour la paroisse dans laquelle je pourrais aller. Donc j'ai reçu cette réponse pour Nantes un mardi, c'était un mardi soir, et le week-end qui suivait, le samedi 3 jours plus tard, j'allais déjà à Nantes parce que ça va très vite, donc il faut vraiment être réactif. J'allais déjà à Nantes avec Mathieu et Gabriel, mon mari et mon fils, pour voir un petit peu comment cette paroisse fonctionnait, pour aussi voir les aspects un petit peu pratiques, notamment le logement qui nous est donné, quoi. Enfin, c'est un logement de fonction qu'on a. Donc, on a fait ce petit séjour à Nantes. J'y suis retournée quelques semaines plus tard pour y faire un culte. J'ai continué, j'ai rencontré surtout le conseil presbytéral qui a voté oui ou non pour que je vienne en tant que pasteur proposante dans leur paroisse, parce que eux aussi ont leur mot à dire. Donc ils ont voté oui. Moi j'ai donné ma réponse officiellement et j'ai dit oui. Donc je prends je vous dis oui. C'est un défi aussi pour moi. Je prends le risque parce qu'il y a toujours aussi un risque de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est un risque qui vaut la peine d'être vécu, je crois, de ce que j'ai vu de cette paroisse et de cette ville. Donc vraiment, je me réjouis de tout cœur pour l'année prochaine. Ça a été une demande de ta part d'aller plutôt dans une grande ville, ou c'est pas vous qui décidez ça, c'est vraiment vous êtes envoyé Alors, très bonne question. Pour le premier poste donc de Proposana, c'est pas nous qui décidons du tout. Après, on reçoit une liste de paroisses vacantes ou de paroisses où il n'y a pas de pasteur, quoi. Mais là, voilà, pour le Proposana, c'est l'Église qui discerne où elle envoie ses proposants. Alors, on a quand même une petite marge de manœuvre par rapport c'est là où on voit que notre Église est vraiment une bonne mère, hein, je dirais. Elle prend soin de ses ministres quand même. Là, il n'y a rien à redire là-dessus. Nous, on a demandé une grande ville pour que Mathieu puisse trouver du boulot assez facilement. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai demandé, une grande ville plutôt universitaire, donc ce qui est quand même plutôt vaste, ça peut nous envoyer un peu de partout en France, donc on n'avait pas demandé Nantes en particulier, hein. Donc, mais voilà, il se trouve que ça a été Nantes, qui est une grande ville, une ville universitaire, donc c'est parfait pour Mathieu. Et justement, dans une grande ville comme ça, est-ce que dans la paroisse, il y a un autre pasteur, ou est-ce que tu vas être toute seule, lancée dans le grand bain comme ça d'un coup, j'ai envie de dire? Alors non, je ne serai pas seule. Je vais travailler en binôme et même avec deux autres pasteurs. En fait, à Nantes même, ce sera en binôme avec Pierrot Munch, donc que j'ai déjà rencontré, avec qui le film est super bien passé. Je me réjouis vraiment de travailler avec lui. Et puis il y a aussi une part avec Saint-Nazaire. Donc tout ce qui est la vie d'église sur le littoral, où il y a un autre pasteur, Éric Perrier, qui a pris en charge toute cette partie. Mais là, Saint-Nazaire prend son envol au début. C'est un peu le bébé de Nantes, on va dire. C'est Nantes qui a... ça a été une de ses missions de faire naître une église, voilà, sur le littoral, à Saint-Nazaire notamment. Et de ce que j'ai compris, hein, attention, là j'espère que je ne me trompe pas, hein, que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, dans l'idée, ça serait que Nantes prenne son envol, et donc moi, ça sera vraiment Nantes, en fait, je pense, où je travaillerai, sauf si des besoins, il y aura peut-être des besoins qui se feront ressentir sur des petites villes à côté de Nantes. Je ne sais pas encore, en fait. Je vais découvrir. Ouais, tu vas tout découvrir. Ouais. Ok. C'est ça. Et alors, justement, comment tu te sens par rapport à ça? T'as hâte d'y aller, d'y être et de te lancer? Comment tu te sens là? Comment on se sent dans cette période un peu de transition, j'ai envie de dire? Ouais, c'est exactement ça. Il y a un petit déchirement quand même, hein, j'avoue.
je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie de me dire mais ça y est quoi, je vais voler de mes propres ailes, ça va être trop bien, ça y est, je vais être pasteur enfin pasteur proposante. Euh, je suis trop contente quoi. Enfin vraiment, j'arrive enfin, c'est l'aboutissement de ces 6 années qui ont été quand même un peu longues, hein, un peu rudes parfois, mais 6 belles années voilà qui aboutissent enfin. Donc ça c'est trop bien. Et puis surtout dans le contexte de Nantes où vraiment je le sens super bien. Mais il y a aussi ce déchirement de ce que j'ai pu vivre déjà au sein de la fac et de toutes les personnes que je vais quitter, là, mes amis étudiants, et puis aussi ce que j'ai vécu en stage avec un accompagnateur qui a, qui a eu vraiment euh, beaucoup d'impact dans ma vie cette année avec Jean-François Brenne. Voilà, on a eu une très bonne relation, on s'est très bien entendu, ça coulait vraiment quoi, dans notre fonctionnement. Donc oui, j'avoue que ça va être difficile de partir, de quitter aussi tous les paroissiens que j'ai rencontrés, qui m'ont accueilli à bras ouverts dans leur ensemble. Ouais, il y a ce déchirement-là, quand même. Je suis pas du tout attachée au sud. J'aime pas trop Montpellier, c'est une jolie ville et tout, mais alors moi le sud, la chaleur, peu pour moi, donc Nantes c'est génial. Mais malgré tout, je vais perdre quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose que je vais perdre, que je vais gagner par ailleurs, c'est sûr. Mais ouais, il y a ce petit pincement au cœur quand même de partir. Et oui, Voilà. une paroisse, c'est de l'humain aussi avant tout, et c'est ça qui est fort, de réussir à tisser tous ces liens. Alors moi, tu sais, je suis jeune encore. J'ai vécu des rassemblements de l'équipe jeunesse régionale. Et je sais pas si tu te souviens, il y a un week-end, justement comme ça, un carrément kiff, où la question c'était quelle est votre paroisse de rêve? Et j'ai un peu envie de te poser cette question. Toi, comment est-ce que ce serait ton ministère de rêve, ou ton rêve en tant que pasteur que tu vas pouvoir mettre en place? Qu'est-ce que tu rêverais, toi, pour ces années qui arrivent et qui arrivent tout simplement? Ce serait quoi? Ça, c'est une question qui est dure, j'avoue. Ouais, mais j'aime bien faire des Alors, questions dures. c'est une question quand même qu'on nous pose, que la commission des ministères nous pose. Quel type de pasteur vous voudriez être? Alors, moi, j'ai 2 grands axes dans le ministère tel que je le conçois pour moi. C'est le culte, déjà. Ça, c'est vraiment quelque chose, le culte, la liturgie, tout ça, c'est quelque chose qui fait vraiment, c'est un des poumons qui me fait vivre, quoi, enfin, qui fait battre mon cœur, vraiment, j'adore ça. C'est le moment où il y a vraiment quelque chose qui se joue, qui se partage autour de la parole, où on n'est plus seul face à son texte biblique, comme par exemple le matin dans ma prière, mais où il y a vraiment voilà, quelque chose qui se joue en communauté. Donc, je dirais que l'accent, pour moi, ce serait sur le culte et aussi sur la rencontre. Mais la rencontre, finalement, c'est tellement vaste. Tout est rencontre. L'Église est rencontre, finalement, quoi que je fasse, que ce soit d'aller au culte, de faire une préparation de baptême, de m'occuper d'un groupe de jeunes, d'aller dans une maison de retraite, peu importe, tout est rencontre, finalement. Donc, c'est très vaste, finalement, ma vision du ministère. Mais quand même, peut-être mettre l'accent sur sur cette écoute des autres qui laisse passer la parole d'un autre finalement. Et ça me paraît vraiment l'important pour moi dans le ministère, je crois, pour les prochaines années, tout en me laissant la possibilité de me laisser déplacer, forcément. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis partie avec beaucoup de convictions, de croyances, et puis finalement, on se laisse déplacer et la vision des choses, elle peut changer. Et en fait, j'ai envie que ma vision des choses change aussi, de me laisser surprendre par ce que je vais pouvoir découvrir. Donc voilà, le ministère, c'est une vaste question et en fait, je crois que je ne saurais jamais quel type vraiment de pasteur j'ai envie d'être, mais juste envie d'être pasteur, c'est tout, et de me laisser conduire. Et c'est les autres qui vont me permettre aussi de découvrir la pasteur que je suis et toujours ma relation à Dieu, de continuer à développer ma relation à Dieu qui continuera aussi à m'éclairer sur tout ça, sur quel pasteur je suis et quel pasteur j'ai envie d'être. Voilà,
bon, c'est une réponse peut-être un peu passe-partout. Je donne pas vraiment de réponse, mais je crois que il y a trop de choses qui me dépassent encore et qui me dépasseront toute ma vie, je crois, pour pouvoir répondre à cette question de façon très catégorique, en fait. C'est ça. C'est ta réponse et c'est là qu'on voit que en fait, c'est un cheminement long et continu finalement. Et en fait, quand on y réfléchit, la foi, c'est ça, c'est un cheminement long et continu et finalement, bah, tu verras bien. Tu verras bien C'est ça. comment sera l'avenir, quoi, justement. Alors, pour terminer un peu notre interview, souvent, on laisse la parole à l'invité. Tu peux dire tout ce que tu veux. Enfin, tu as libre antenne, quoi. Si tu as envie de, je sais pas, dire un mot à nos auditeurs, dire bonjour à à tes parents, j'en sais rien. Ce que tu veux, mais tu peux. L'antenne est à toi. Peut-être un message à faire passer, de dire laissez-vous surprendre, en fait. On parle beaucoup du lâcher prise. C'est une expression qui fait débat. On aime ou on n'aime pas, c'est à la mode, lâcher prise, etc. Mais en fait, c'est une belle expression au fond parce que lâcher prise, ça veut dire qu'il y a une surprise, qu'on peut aller vers une autre prise. Et moi, je crois que c'est de ça que j'essaye de vivre. C'est pas toujours facile parce que j'aime bien aussi organiser les choses, etc. Mais je crois que ça vaut le coup. Et c'est ce que j'aimerais dire aux gens. Laissez-vous surprendre. Regardez un petit peu en haut, à droite, à gauche, peu importe, pour voir s'il n'y a pas cette autre prise à laquelle vous pourriez vous accrocher et qui pourra donner soit un tout autre sens à votre vie, soit une autre manière de prendre le chemin, un autre tournant, peu importe, c'est pas tout révolutionner, mais se laisser surprendre. Voilà, c'est peut-être ce message-là que j'aimerais faire passer. Et ben on invite donc tous nos amis auditeurs à se laisser surprendre et à se faire surprendre. Et je pense au moins que ça aura eu le mérite de faire réfléchir certains notre discussion de ce soir. Merci Raphaël vraiment d'avoir été avec nous. Et t'es toujours la bienvenue sur les ondes de JR Radio, mais ça tu le sais très bien, j'ai même pas besoin de le dire. T'es la bienvenue pour pouvoir répondre de nouveau à mes questions un peu tordues quand tu veux. Et en tout cas, merci pour ce beau témoignage que tu nous as fait ce soir, parce que vraiment c'est un témoignage de vie et d'espoir et justement de cheminement, j'ai envie de dire, et j'ai envie de te souhaiter bon chemin. Merci, puis avec grand plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci Jonas. Et ben voilà, et nous on continue donc notre émission. After Work. Le grand témoin du jour.